auditeurs, bonjour. Semaine spéciale Bakongo de Kassangoulo à Mwanda, votre radio Top Congo FM a sillonné les routes, villes et cités de la province. Troisième en termes de contribution au budget de l'État national. Mais jour après jour, les plaintes et complaintes des populations se sont succédées. Eau, électricité dans la province qui fournit la lumière à la République via ses barrages hydroélectriques d'Inga et de Zongo manque. Près d'Inga notamment, mais aussi à Madimba, Luila et Sonabata, près de Zongo, les populations n'ont pas d'électricité. Pour en parler, le Top Presse reçoit ce jour Simon Floribert Bachimbacha, le gouverneur de la province. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour, Christ. Il y a 4 ans, en grande pompe, le chef de l'État lançait les travaux de réhabilitation de la route nationale 16, Kisangtou-Gidinga-Kimvula. Au cours de cette semaine, sur cette antenne, les députés nationaux de l'opposition Jean-Claude Vouemba Luzamba et Gilbert Kiakwama Kiakiziki se plaignaient du manque de routes de desserte agricole. Pire, sans le chemin de fer, le Bas-Congo ne vaut pas un penny, nous rappelait l'honorable Kiakwama. Il citait Henry Morton Stanley. Monsieur le gouverneur, pour vous interroger, je ne suis pas seul. Sonia Lukusa Mugalou, Digital Congo, Paul Diakese, Studio Sango Malamu et Eric Ambago de Top Congo FM. En vous remerciant de nous accueillir chez vous ici à Matadi, monsieur le gouverneur, parce que dire que tout ne va pas n'est pas dire vrai. Réhabilitation du port, on a eu à le visiter jeudi. Construction de routes, d'écoles, on a aussi installé de nouveaux ponts. Électrification ici et là dans la province. Il y a la voirie urbaine, il y a l'équipement d'infrastructures dont des hôpitaux. À côté des choses qui ne vont pas, monsieur Bachibacha, qu'êtes-vous satisfait, vous, d'avoir réalisé en 4 ans? Bon, merci Christian. J'aurais bien voulu ne pas tomber dans le piège de l'autosatisfaction dans lequel les journalistes voulaient toujours nous amener. Mais ce que je voudrais dire ici, pour répondre à votre question, c'est que vous, quand vous dites que les plaintes se succèdent aux plaintes, c'est tout à fait normal. D'abord, si les gens ne se plaignent plus, je ne me sentirai plus gouverneur, c'est-à-dire que je n'ai plus rien à faire. Donc, il faut que les gens disent ce qui ne va pas, et pour que ça me donne encore plus de dynamisme pour résoudre le problème. Je suis satisfait de quoi, comme vous l'avez dit? Oui, j'ai quand même beaucoup de raisons de satisfaction. D'abord, pas seulement parce qu'on a fait par-ci, par-là, un pont, une route, etc., parce que malheureusement, les gens ne se concentrent que sur des choses aussi matérielles. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout gouverneur, et je le suis, avant d'entrer en fonction, nous avons déposé au niveau de l'Assemblée provinciale un programme d'action. Et moi, je suis toujours concentré sur le programme d'action. Raison de satisfaction, si vous lisez le programme d'action que j'ai déposé, il y avait beaucoup de volets. 3, spécialement politique, économique et social. Si je prends par exemple le volet politique, volet sur lequel on ne parle même jamais, parce que quand vous avez dit ici, député de l'opposition, ceci, mais personne n'a parlé du volet par exemple politique. Qu'est dit mon programme d'action? Je dis que le Bas-Congo, tel que moi je l'ai trouvé, était dans la turbulence. C'était une région, province qui était vraiment, comme je peux dire, non fréquentable. Et j'avais dit dans mon programme que je ferai tout pour que le Bas-Congo redevienne une province paisible. Non fréquentable, pourquoi? Parce qu'il y avait des troubles, il y avait des turbulences, il y avait des intolérances religieuses, politiques même, etc. Et j'avais dit que je ferais tout pour rendre encore le Bas-Congo une province fréquentable, où il fait beau vivre, où règne la paix, où les gens se concentrent rien qu'au travail. Et puis j'avais aussi dit dans le deuxième volet de ma politique que je ferais tout pour que les relations, parce que je le savais déjà, pour que les relations entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial soient toujours au beau fixe, et que je ferais tout d'ailleurs
pour rendre aisé le travail des députés et, dans la mesure du possible, le mettre au-dessus des besoins. Bon, quand, par exemple, je vois ce volet politique, je peux dire que la satisfaction est à 100%, parce que la province du Bas-Congo a retrouvé sa réputation de province paisible. Je crois que vous êtes journée ici, vous n'avez pas de problème, vous pouvez circuler à 4 heures du matin, pas de problème. Dernièrement d'ailleurs, je ne fais pas de révélations, nous avons failli connaître des soubresauts ici, avec des agents venant de l'extérieur dans le but de nuire. Mais justement, c'est peut-être ce dernier épisode l'exemple qui va montrer que cette paix que vous dites avoir réussi à ramener n'est peut-être qu'éphémère. Vous dites que vous avez réussi à calmer les tensions religieuses, mais parlons de l'Ouosi. À quel prix? C'est paisible. D'abord, je vous dis que ces éléments dont je parle viennent de l'extérieur, donc ils ne viennent pas de l'intérieur de la province. Parce que moi, quand je parle de la paix, je parle de la paix intérieure. Et les éléments dont je parle, ce sont des infiltrés, mais que nous avons quand même pu ramasser comme des petits poissons. Ça signifie en fait qu'il y a des mécanismes internes qui sont mis en place pour que la paix soit toujours une réalité. À que cela ne tienne, je voulais vous dire que sur le plan, justement, de satisfaction, là, je suis complètement satisfait. Tout va bien. Tout va bien sur le plan politique, parce que quand je vois ce qui se passe dans les autres provinces, par exemple, dans les relations entre l'exécutif et les assemblées provinciales, pas seulement que je n'ai pas à rougir, mais je crois qu'il faut me féliciter parce que les relations sont toujours bonnes avec l'Assemblée provinciale. On va y revenir. À quel prix encore, puisque à quel prix au cours de cette semaine, mais par une bonne gestion des relations humaines. Au cours de cette semaine, nous avons comme invité reçu le député élu au provincial de Matadi, aujourd'hui votre vice-gouverneur, Deonkusu Kunzibikawa, qui a, dans ses relations entre l'exécutif et le provincial, eu quelques propositions d'amendement de la loi, c'est dire que tout n'est pas rose. Paul Diakese, Sango Malamo. Oui, monsieur le gouverneur, en tant que journaliste, je ne peux pas vous féliciter, mais je reconnais quand même que vous êtes l'un des bons gouverneurs du Bas-Congo, et je parle. Peut-être qu'il y a une autre façon d'en parler, je vais le dire. Vous êtes l'un de bons, ça c'est mon appréciation. On sent la paix dans la province, les gens retrouvent le sourire. Avant votre arrivée, il y avait beaucoup de problèmes ici. Cependant, politiquement, comme vous l'avez dit, comment justifiez-vous que l'honorable Mwanda Nsemi est toujours interdit au Bas-Congo? Et pourquoi on continue à traquer les adeptes de Bundu du Congo? Et pourtant, vous êtes un homme non violent, un homme qui reçoit tout le monde. Mais comment justifiez-vous cette situation, monsieur le gouverneur? Merci beaucoup, pasteur. Donc voilà, ça relève de mythes encore une fois de Mwanda Nsemi là. Personne, alors personne n'a interdit à l'honorable Mwanda Nsemi d'aller à l'Ouest. À partir de maintenant, je vous dis solennellement, dites-lui que demain il peut aller là-bas. Je vais téléphoner à l'ambassadeur du territoire qu'il puisse l'accueillir comme député, comme on accueille tout député, qu'il laisse l'honorable Mwanda Nsemi prendre contact avec tous ses électeurs. Je vous dis solennellement maintenant, demain, ou même ce soir, il peut aller. Et dites-lui que s'il y a quelque chose que le gouverneur peut faire pour faciliter son arrivée là-bas, je suis prêt à le faire en tant que gouverneur. Donc c'est un mythe. Si c'est lui-même qui trouve que ce n'est pas opportun qu'il aille là-bas pour l'une ou l'autre raison politique, il est le seul à le savoir. Mais dire que c'est la province qui a interdit, d'abord, la province ne peut pas interdire à une personne d'aller quelque part. Il y a libre circulation de biens de personnes sans un écrit. Je dois envoyer un message pour dire que telle personne est indésirable. Où est cet écrit-là? Ça n'existe pas. Il peut aller, même ce soir. Pas seulement qu'il peut aller ce soir, mais je suis prêt à faciliter la tâche. Parce que le député, quand il vient en vacances, le gouverneur de province est à leur disposition. Et il doit les aider pour qu'ils puissent prendre contact avec leurs électeurs. Donc c'est un mythe. Les gens de Bundu du Congo sont... parce que la plupart, il semble qu'ils sont encore en prison.
Non, c'est faux. D'abord, quand vous me parlez de Bunda Kong n'existe pas. C'était un mouvement mystico-politico-religieux qui existait, mais qui a été supprimé quand le chef de l'État est arrivé ici avec tout son gouvernement central au mois de mars 2008. Ce mouvement était supprimé. Donc, quand vous me parlez que le membre de BD, non, c'est pas vrai. Mais, il y a des démarches qui sont entreprises par les autorités des ex-BDK pour les transformer en partis politiques, qu'ils appelleraient BEDEM, donc Bundu di Mayala. Mais ce parti, jusqu'à présent, n'est pas encore reconnu par le ministre de l'Intérieur national, qui seul peut reconnaître un parti. Mais le jour où on m'envoie une lettre pour dire que tel parti BEDEM est reconnu, impossible qu'ils puissent être inquiétés. Ils vont vraiment faire leur meeting comme le ferait l'UDPS, le MLC, etc. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, toujours dans les volets politiques, comme je l'ai dit au début, vous n'êtes pas un conflictuel. Et lorsque le politique Congo parle du Bas-Congo, rarement il vous cite négativement. C'est que vous avez des bonnes relations avec eux, j'estime. Est-ce que vous avez aussi des rencontres régulières plutôt avec le politique Congo, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, mais particulièrement celle de l'opposition? Est-ce que vous avez des temps où vous parlez avec eux en tant que numéro 1 du Bas-Congo? Oui, je vous assure. Dernièrement, j'ai réussi ici, j'ai eu le privilège, l'honneur de recevoir ici, par exemple, à Matadi, tous les députés nationaux originaires du Bas-Congo, toutes tendances confondues, de l'opposition comme de l'AMP. On a eu des séances de travail. L'honorable Kakwama que vous avez cité, il était là. J'ai reçu tout. Mais c'était très bien, ça s'est bien passé. Ils ont joué leur rôle de députés nationaux, de contrôleurs, des représentants du peuple, m'ont posé des questions. Ils ont érigé et ils se sont inquiétés pour l'une ou l'autre chose. J'ai donné des éclaircissements. Je crois qu'on s'est bien compris avec eux. Et nous avons décidé de continuer à faire la même chose, que de temps en temps, on devrait se rencontrer. Ça, c'est sur le plan collectif. Mais sur le plan individuel aussi, j'ai des relations bonnes avec chacun d'eux. Je n'ai pas de problème. Sauf l'un ou l'autre cas, ça arrive, hein, parce que j'occupe quand même un poste, c'est un lit de malade. Hein. Donc, chacun aussi, pour une fois, veut devenir aussi malade, venir occuper mon lit, ce qui est de bonne guerre. Donc, il y a des gens qui ont des ambitions de me remplacer. C'est tout à fait légitime. Mais moi, ce que j'ai toujours dit, ceux qui ont l'ambition de me remplacer pendant le mandat, je crois qu'ils ont tort. Parce que nous devons avoir la culture de mandat. En France, par exemple, beaucoup de gens sont contre Sarkozy, mais il ne leur arrive pas de penser à ce qu'ils fassent partir Sarkozy. Mais ils attendent de tourner, comme moi, bientôt, c'est un an, ça va s'achever, qu'ils m'attendent au tournant, je vais partir, ils vont me remplacer. Alors, beaucoup, par exemple, ont des relations particulièrement un peu mitigées avec moi, tout simplement parce qu'ils sont des ambitieux, ils veulent avoir le poste. Mais les méthodes qu'ils utilisent ne sont pas toujours élégantes. C'est tout simplement ça. On ne va pas vous demander de les citer, mais dire ou entendre de la bouche d'un gouverneur solennellement, aujourd'hui, je le dis, ils peuvent venir, c'est bien la preuve que ce n'était pas le cas avant. Pourquoi leur donner une assurance aujourd'hui? Si l'honorable Némoindane Semi avait essayé de revenir à Luozi, qu'aurait-il pu lui arriver? Mais rien du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, moi je dis que celui qui a des ambitions de devenir gouverneur dans un an, il peut poser sa candidature. Non, je reparle de la province paisible que vous avez décrite, où tout va bien, où personne n'a de problème. Paul Diakessé vient de vous poser la question spécifique du député Némoindane Semi de Luozi. Vous lui dites, donnez toutes les assurances qu'à partir d'aujourd'hui, il peut rentrer. Que lui aurait-il arrivé hier? Mais quand je dis à partir d'aujourd'hui, en fait, même à partir d'hier, hein, je vous dis que j'avais bien dit que c'était un mythe. Parce qu'en fait, Christian n'avait aucune interdiction contre Mwanansemi. Mais vous savez, parfois, il y a des gens qui disent, voilà, moi, je ne peux pas. Parce qu'il y a des électeurs, certainement, je m'imagine, de Luozi qui réclament leur élu qu'il aille là-bas. Peut-être qu'il n'est pas prêt, ou peut-être que
il a peur d'aller affronter ses électeurs parce que c'est pas facile. Hein. Alors, la meilleure façon de leur dire que je ne sais pas venir, c'est dire que je suis interdit. En fait, même ces électeurs peuvent vous poser la question qui vous a interdit, en tout cas pas moi, pas le gouverneur et le président de la République, encore moins parce que je me souviens même que le chef de l'État m'avait posé la question là-dessus. Je lui avais dit que, chef, il n'y a rien de tout cela. Éric Ambago, Top Congo FM. Monsieur le gouverneur, bilan politique positif à 100%, à quel prix? Vous avez été élu 15 députés sur 14, contre 14. Vous avez donc une forte opposition. Alors comment est-ce que vous avez fait pour gérer les 14? Est-ce que c'est au prix simplement des discussions fraternelles que ces députés restent calmes? Ça, c'est la première question. Deuxième question en rapport avec la situation sécuritaire. On a souvent enregistré l'incursion des forces angolaises qui attaquent les rebelles du FLEC ici. Et généralement, quand on vous interroge, c'est souvent un mutisme. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas d'action. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème entre l'Angola et la RDC, et surtout quand il y a un problème entre les territoires du Bas-Congo et le territoire du Cabinda voisin? Est-ce que vous avez des contacts franc avec votre collègue de Cabinda? Merci beaucoup. Donc je commence par la première question. Le secret des relations avec l'Assemblée provinciale, ça se joue à deux niveaux. D'abord, l'effort personnel pour bien travailler, parce que faut pas croire que si tu détournes les données publiques, si tu violes la Constitution du matin au soir, et puis le soir tu vas avoir une verve oratoire pour négocier avec le député, que tu vas avoir le calme. Jamais, parce que même si tu les corromps, il y aura bien des voix qui vont se lever pour leur dire que là, il a détourné. Donc, d'abord, première chose, discipline personnelle, bien travailler. Deuxième chose, puisque là où il y a des personnes, il y a toujours des petits problèmes, avoir un degré élevé, un sens élevé des négociateurs et des médiateurs et même d'hommes d'État. Ce qui induit appui financier en cas de problème, un député de l'opposition qui a un problème, on peut l'appuyer financièrement, on peut le motiver aussi. Pas nécessairement, pas dans le sens négatif, hein, parce que là, vous êtes en train de verser dans le sens péjoratif de corruption. Non, on ne corrompt pas. Mais de toute façon, si un député meurt, un gouverneur de province, d'abord, il se sent concerné. C'est un député qui est mort. Si un député perd un membre de famille, si un député vous téléphone pour dire que voilà, je viens de perdre ma mère, nous sommes des Africains, je crois que vous n'allez pas rester indifférent. N'appelons pas ça corruption. Mais on ne va pas prendre de l'argent de l'État pour donner à un député, pour le faire plaisir, etc. Non. Même lorsqu'il y a une motion de défiance en gestation, on ne calme pas par motivation, ça se fait pas? Mais vous savez, une motion de méfiance en gestation, ça, souvent des choses pareilles, ce sont toujours, comment je peux dire ça, encore une fois, des mythes, parce que vraiment, quand réellement il y a une raison d'une motion de censure, vous ne pouvez pas l'arrêter s'il y a une raison valable. Mais si on parle de gestation de ces cas, en réalité, ça n'existe même pas. La plupart des fois, même quand on parle de motions en gestation, quand on fait des enquêtes, ça n'existe pas. La situation sécuritaire? Sécuritaire, oui, vous avez dit vrai. Dans nos relations avec l'Angola et spécialement le Cabinda frontalier, il y a de temps en temps des incursions, c'est la vérité, des incursions de soldats de forces armées angolaises vers chez nous, sous prétexte d'exercer ce qu'on appelle le droit de suite pour arrêter le FLEC qui sont chez nous ici et qui veulent déstabiliser de l'autre côté. Mais les Angolais le savent mieux que quiconque que nous n'avons jamais officiellement autorisé l'existence de FLEC chez nous. Et chaque fois qu'on attrape le FLEC, on le remet toujours officiellement aux autorités angolaises. Et moi, j'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs le tour dans ces villages pour sensibiliser nos populations de ne pas abriter les FLEC. Parce qu'en fait, vu l'état des relations que nous entretenons avec l'Angola, il ne peut pas nous être autorisé de servir de base de déstabilisation pour
un voisin comme celui-là. Donc, nous faisons tout pour garder nos relations avec les Angolais et nous faisons tout pour ne pas donner une base de déstabilisation d'un pays voisin au FLEC. Revenons sur la cohabitation exécutive-législative. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je ne veux pas rentrer dans les méandres des éventuels chantages, parce qu'ils existent, même si vous ne semblez pas les reconnaître, qu'il y a de la part du législatif sur l'exécutif. Votre adjoint à la tête de la province déclarait récemment qu'alors qu'il existe la Cour des comptes pour contrôler les comptes de la province, il existe l'inspection des finances, le rôle des députés provinciaux et de l'Assemblée provinciale était un peu sans objet, même s'il est consacré dans la Constitution. Aujourd'hui, les provinces ont des problèmes financiers, on va y arriver dans quelques instants. Une assemblée provinciale avec un bureau, des députés à conserver ou à protéger ou à chouchouter, ça pèse lourd sur une province. Il eût été plus simple de changer un peu cette architecture constitutionnelle au sein de la province pour que ce soit moins lourd sur le budget, pour que ce soit plus efficace avec des députés qui seraient conseillers provinciaux, plus proches de leur base, et donc plus au fait des problèmes rencontrés ci et là dans la province. Êtes-vous de l'avis, à ce niveau-là, que des choses doivent être changées? Bon, ça c'est l'avis de mon vice-gouverneur. Ce qui est vrai de ce que nous sommes une jeune démocratie, nous cherchons. Nous voulons de formules d'efficacité. On peut songer à supprimer ou pas supprimer, etc. Mais ce qui est certain, à mon avis, c'est qu'il faut toujours trouver un système de contrôle de l'exécutif. Parce que ne faut pas qu'on cherche à supprimer les assemblées provinciales dans la mesure où on va pousser un ouf de soulagement. Ouf, nous devenons maintenant libres comme des oiseaux. Non. Si le système qui est préconisé comporte aussi dans son sein un dispositif de contrôle, c'est bon. Parce que, comme on dit, la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Il ne faut pas que le gouverneur se sente aussi trop libre. Il faut aussi qu'il voit à côté qu'à tout instant, il peut subir la rigueur de la loi par tel ou tel. Moi, je venais de lire quelque part une pensée qui disait que les gens érigent des monuments, des bustes pour des gens qui ont fait ceci ou ceci, etc. Mais les philosophes là trouvent que nous ferons mieux aussi d'ériger des monuments pour nos ennemis. Pourquoi? Parce que nos amis, du matin au soir, nous encensent sur ce que nous faisons de bien, etc., etc. Il n'y a que nos ennemis qui nous permettent d'avoir peur, de changer, de ne pas aller là-bas. Parce que comme on sait que celui-là c'est un ennemi, si maintenant il apprend que je fais ça, voilà, il va encore faire ça. Donc nos ennemis sont aussi importants dans notre vie. Parce que ce sont eux qui nous arrêtent dans beaucoup des égarements qu'on peut avoir. Donc, oui, il faut chercher plus d'efficacité, mais il faut toujours trouver un système de contrôle. Sonia Mugalou, Digital Congo. Monsieur le gouverneur, vous parliez tout à l'heure d'un système de contrôle. Je voudrais revenir à la révision de la Constitution avec un des articles révisés qui autorise désormais le chef de l'État à intervenir dans les affaires des provinces. D'abord, comment vous accueillez cette décision? Est-ce que quelque part ce n'est pas amoindrir votre pouvoir en tant que gouverneur? Parce qu'il y a peu, on remarquait que les gouverneurs étaient devenus en fait comme des petits dieux, excusez-moi l'expression, dans leur province. Votre lecture par rapport à cette désormais immixtion du chef de l'État dans les affaires des provinces? Et puis, si je peux toujours aborder le volet politique, vous êtes un gouverneur élu indépendant, mais aujourd'hui, il y a des
il y a comment on appelle ça, des classes politiques, il y a la majorité et il y a l'opposition. Vous vous retrouvez du côté de la majorité, avec le PPRD très prédominant dans votre province, et vous êtes sans parti politique. Comment allez-vous faire pour aborder ou pour préparer les élections de 2011 sans un seul parti politique au sein de l'AMP? Est-ce que vous ne craignez pas quelque part que vous soyez très faible et qu'à tout moment, l'AMP décide de ne pas continuer à évoluer avec vous parce que vous ne vous retrouvez pratiquement pas, vous ne pesez pas, excusez-moi l'expression. Bon, vous avez tellement posé que je commence par le commencement, Sonia. Tu peux me rappeler? Révision de la Constitution, oui, mission du chef de l'État par rapport à... Bon, il y a un mot qui n'est pas heureux que tu as utilisé, Sonia, c'est que le gouverneur était devenu des petits dieux. Non. Je crois qu'il n'y a aucun gouverneur qui s'est fait petit dieu, qui s'est versé dans une rébellion, par exemple, contre le gouvernement central. Ça, c'est plus que faux. C'est un fait que quand on est élu, on doit se sentir dans la peau d'un élu. C'est-à-dire que personne ne peut venir t'éjecter sans que ce soit celui qui t'a mis. Ce n'était que ça. Et on était très jaloux de ça. Et en fait, nous étions éjectables par l'Assemblée provinciale, dans la mesure où l'Assemblée provinciale, c'est l'ensemble du peuple. C'était ça la jalousie. Nous étions vraiment jaloux. Bon, maintenant, le chef de l'État va intervenir. Oui. Bon, c'est pas impossible. Parce que le chef de l'État, c'est aussi l'émanation du peuple. Mais ce qui est bon, je crois, et je l'espère, que même le chef de l'État n'interviendra qu'en cas de dérive. Et d'ailleurs, il a été mis un petit mécanisme là aussi, qui fait que ça doit passer par l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau du Sénat. C'est ce qui fait quand même que c'est assez temporisé. Bon, mais j'espère ici, il ne faut pas entendre qu'on retombe dans le cadre de la Deuxième République où le gouverneur pouvait seulement être chassé parce qu'il n'a pas voulu danser pour le président de la République. Et je crois que ce n'est pas ça que la Constitution veut dire aujourd'hui. J'estime, moi, qu'aujourd'hui, la Constitution veut dire qu'on ne tolérera pas les dérives indéfiniment et que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, peut intervenir pour arrêter la dérive, mais que lui aussi a une procédure qu'il doit engager pour y arriver. Contrairement au régime passé où le gouverneur doit danser. Et s'il ne danse pas, même à minuit, l'ordonnance peut sortir et il est parti. Je pense que c'est différent aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Tous les gouverneurs, on les entend dans vos discours, dans tout ce que vous faites. Vous dites au nom du chef de l'État, au nom du chef de l'État. Finalement, on est revenu là à la Deuxième République. On sent que finalement tout c'est le chef de l'État qui est maître à penser. C'est lui qui décide de tout ce que vous devez faire. Et même on oublie, les gouverneurs oublient qu'ils sont gouverneurs de tout le monde. Lorsqu'on vous suit, tous les gouverneurs pratiquement, on sent que vous êtes là uniquement pour ceux qui sont dans la majorité. On ne vous sent pas gouverneur des autres dans ce que vous déclarez. On le voit, en tout cas ça c'est visible partout à travers les provinces, au point que le gouverneur, il fait comme du temps du MPR, on voit que c'est le gouverneur du MPR. Sonia, je crois que ce n'est pas vrai. Parce que, d'abord, aucun gouverneur n'a mis un pagne pour danser pour le président Kabila, ni à l'aéroport, à son arrivée, ni à son départ. Ça, c'est un. Et puis de deux, la plupart des gouverneurs aujourd'hui sont de l'AMP, donc sont de l'Alliance majorité présidentielle. Donc le chef de l'État, c'est leur chef. Et ils ont tout intérêt à lui donner une bonne image de marque dans l'opinion, parce qu'ils ont tout intérêt à ce que ce même chef de l'État conserve son pouvoir, puisque c'est lui, en fait, leur leader. Ce n'est que dans ce sens-là. Mais dire, par exemple, que les autres ne se retrouvent pas, moi je ne pense pas, Sonia, parce que, par exemple, le gouverneur, quand nous allons à l'intérieur du pays, moi je suis dans toute la province, mais quand on fait des choses pour la population, on n'a jamais distingué si c'est pour le MLC, c'est pour le PPRD, ou c'est pour... On est gouverneur, on est gouvernement, on est d'abord patron de l'administration, représentant de l'État,
et puis finalement homme politique, membre de l'AMP. Donc nous portons bien nos casquettes, mais nous devons la porter, cette casquette aussi d'homme politique. Et par rapport justement à cette casquette d'homme politique, AMP, son parti politique. Oui, mais bon, c'est-à-dire moi, en fait, là où j'énerve l'opinion, ça je sais, là où j'énerve l'opinion, et les gens n'ont peut-être pas le courage de le dire, c'est parce que ici dans nos pays, nous sommes habitués à gérer les opportunistes. Des gens qui changent au gré de vagues. Par exemple, moi, beaucoup de gens m'ont toujours dit que si tu n'es pas du PPRD, tu ne peux pas continuer à rester gouverneur. Donc le salut, c'est d'être dans le PPRD. Tu sais, par exemple, ça, chez moi, ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, je peux être dans le PPRD, mais pas me dire que, voilà, si tu n'es pas, tu ne peux pas être gouverneur. Donc, maintenant, par opportunisme... Je soutiens Kabila Jadder au PPRD, comme par ça a été dit. Par opportunisme. Donc maintenant, je le fais. Non, je crois que ce n'est pas comme ça. Moi, je sais ce que je dois faire moi-même pour faire élire le chef de l'État, ce que je dois faire. S'il faut entrer dans un parti politique, je le ferai. Si je dois rester indépendant, je le ferai. Je suis quand même un adulte. Vous connaissez mon âge, Sonia. Donc, je n'ai pas grand-chose à apprendre sur ce plan-là. Je sais comment faire élire le président de la République. Je sais comment rendre l'ascenseur au chef de l'État, parce qu'en fait, lui aussi m'a fait élire, puisque c'est lui qui m'a accepté dans l'AMP. Bon, donc, moi, je me sens bien dans l'AMP. Si quelqu'un veut me dire, voilà, on va vous éjecter de l'AMP parce que vous n'êtes pas dans tel parti. Non, mais je crois que moi, je ne vois pas ça comme ça, parce que je voudrais que les politiciens congolais apprennent aussi à ne pas être opportunistes. Moi, je connais des gens qui ont changé de parti politique dans ce mandat, moi, 3 ou 4 fois. Ils changent. Dès le début, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Alors, si vous êtes habitué à gérer des cas comme ça, c'est ça que vous prenez peut-être pour de bons cas, et le mien est le mauvais. Moi, je voudrais vous faire croire que le mien, c'est le bon, où quelqu'un garde sa constance, sa personnalité, et je crois que le pays a besoin de gens comme ça. Avant de passer au volet finance, on va beaucoup parler rétrocession. Je vais terminer avec ce volet politique justement sur la modification de la Constitution. Les élus sont fiers d'être élus, ce sont vos propres propos, et parce qu'ils sont élus, ils acquièrent certains droits et devoirs. Dans les droits acquis par les députés provinciaux, c'est celui d'élire ou de démettre un gouvernement provincial, gouverneur et vice-gouverneur. Est-ce que la modification récente de la Constitution ne va pas dans le sens d'une assemblée provinciale qui perd de son pouvoir et qui ne serait pas aussi indispensable que ça? Oui et non. D'abord, quand on dit que le chef de l'État peut démettre le gouverneur, on n'a pas changé le reste de la Constitution. C'est-à-dire que les députés provinciaux restent toujours aussi les électeurs et le bourreau du gouverneur. Le chef de l'État s'ajoute en cas de dérive. Donc en fait, c'est un nouveau bourreau qu'on donne encore, qui vient dans la scène. Mais les députés provinciaux, on ne leur a pas enlevé ce droit ou devoir de pouvoir démettre le gouverneur. Oui, mais quand on ajoute le président de la République qui peut aussi démettre le gouverneur, quelque part, on s'est dit que ces députés provinciaux peuvent être soit de connivence avec l'exécutif, soit pas à la hauteur de la tâche. Bon, c'est-à-dire que, comme on dit, toutes choses étaient égales ailleurs. Moi, je crois que dans cette modification de la Constitution, il faut partir du fait que ce pouvoir qu'on donne au président de la République, c'est pour éviter le blocage, c'est pour débloquer. Parce qu'il peut arriver, et je crois d'ailleurs qu'on y était un peu, bon, moi, dans ma province, non, on y était un peu où on sentait des assemblées provinciales qui siégeaient dehors, et puis on se demandait bien quand on allait reprendre et comment. Donc c'est presque un blocage. On a vu des provinces qui manquaient de budget parce que l'Assemblée provinciale, non pas qu'elle siégeait dehors, mais on ne sait même pas comment la convoquer et qui pour. Donc ça, c'est un blocage. Et c'est ainsi qu'on dit qu'il y a quand même dans chaque pays un garant qui peut dire, oh là là, là-bas, je peux dénouer la situation. Parce que jusque-là, il n'y avait aucun mécanisme pour dénouer. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut
comprendre la révision. Il ne faut pas toujours la voir dans le sens qu'on a diminué le pouvoir de là-bas, on a diminué là-bas. Il faut se voir dans le sens qu'on peut ne plus être dans un blocage, dans un cul-de-sac. Donc vous êtes pour cette modification? Je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur. Vous savez... Vous êtes congolais, vous pouvez être pour ou contre? Je suis congolais, ils me représentent, les députés et les sénateurs, ils l'ont fait, je ne peux pas contester. Mais moi, je suis en train de vous expliquer... Non, vous avez le droit de contester, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur le fond. Mais ici, je n'exerce pas ce droit, je ne suis pas ici pour l'exercer. Mais je vous dis simplement, moi, l'interprétation que je fais de cette révision constitutionnelle. Et toi, en me posant cette question, ce n'est pas pour que je sache si je conteste ou je ne conteste. Non, c'est pour savoir, objet. Non, c'est pour savoir si vous êtes d'accord. Dans votre argumentaire, vous avez montré que c'est pas un référendum. On n'a pas demandé à toute la population de se présenter. Donc moi, je ne participe pas à un référendum. Je m'incline devant ce qui a été décidé par les députés qui sont légalement élus. C'est tout. Je vous comprends. Dans votre argumentaire, j'avais la réponse. Tu peux comprendre, mais je te donne ma réponse. C'est pas un référendum. On demande à chaque peuple, à chacun de se prononcer. Paul Diakessé, Sango Malamu. Une dernière question sur la politique. Je ne vais pas entrer dans le débat juridique sur la révision constitutionnelle, mais je reviens un peu au vécu politique de tous les jours. Vous avez fait allusion aux infiltrés. Peut-être que ça ne fallait pas que ça vienne chez vous. Vous n'avez pas besoin de ça, tout à fait. Mais on se pose la question, quel lien a-t-il entre Mounene et ces gens-là? Même s'il y avait un lien, sans pour autant influencer la justice, monsieur le gouverneur, pourquoi vous permettez qu'on puisse arrêter un confrère journaliste? On le met dans ces histoires, il est arrêté, il est directeur de programme de CCTV. Est-ce que c'est parce que cette télévision appartient à l'adversaire du président Kabila, ou il est prouvé qu'il est dans ses coups? Est-ce que vous, à votre niveau, vous ne pouvez rien faire pour protéger ces confrères journalistes qui est arrêté? Bon, d'abord, ce dossier des infiltrés, comme j'ai commencé à dire tantôt à Christian qui m'a dit que oui, mais il y a la paix, mais il y a quand même... Bon, je dis d'abord que ce n'est pas un problème interne. Ces infiltrés viennent du dehors. Et pourquoi on choisit le Bas-Congo? Ce n'est pas parce que le Bas-Congo est, disons, sur le plan sécuritaire et sur la crique, comme diraient les Quinois. Tout simplement parce que le Bas-Congo a dans son sein la gorge de la République. Je vous donne un exemple. Il suffit que des gens d'ailleurs prennent Inga, mais le pays est à genoux. Donc, parce que le Bas-Congo a des gorges. Le port de Boma, c'est une gorge de la République. Le barrage d'Inga, c'est une gorge de la République. Et voilà pourquoi le Bas-Congo devient un appât pour tout déstabilisateur. Ce n'est pas parce que la province elle-même est instable, non. Alors, maintenant, quand ces gens viennent, on les arrête, comme je dis, ça montre que le système fonctionne. Parce que, ici, je n'ai pas pu vous le dire, mais les véritables agents, en plus de nos services d'intelligence, mais ceux qui ont mis ces gens-là en débandade, c'est la population, c'est le peuple lui-même, qui avait senti le danger de laisser ces gens aller faire des bêtises à Inga, à Mwanda, à Matadi, et pour arriver à Kinshasa. Le peuple arrêtait ces gens, signalait et les remettait au chef de secteur et puis finalement au commissaire des districts. Bon, maintenant, les interrogatoires sont des services de sécurité qui les ont menés, ce n'est pas moi. Comment les gens qu'on arrêtait ont cité tel ou tel qui leur aurait facilité le logement par-ci, par-là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, quand on arrête, Patrick, moi j'ai des relations avec lui. Je n'ai pas de problème avec Patrick. Mais si Patrick est cité par ces gens-là que nous sommes arrivés, celui qui a fait ceci, celui qui a fait ça pour nous,
Bon, vous savez, c'est difficile d'aller politiser cette affaire. Il faut laisser l'enquête se dérouler et que lui-même puisse dire non, ça c'est des mensonges ou pas. Il a le temps de pouvoir s'exprimer. Mais qu'aujourd'hui, dire que le gouverneur peut dire, voilà, celui-là, faites-le sortir, etc. Mais le même gouverneur peut aussi être soupçonné. Mais de quoi vous gérez? Donc, même moi, dans ces problèmes de sécurité en tant que gouverneur, jamais à prendre mes distances. Mais mon rôle, d'essayer de tout faire pour que tout se déroule normalement. Si quelqu'un veut avoir son avocat, qu'on ne puisse pas dire que lui ne peut pas avoir un avocat. Non, il faut que les gens s'expriment, que les gens puissent démentir ce qu'on veut charger sur eux, etc. Qu'ils mangent, parce que ces gens-là sont en train de manger, et c'est la province qui fournit la nourriture à ces gens-là. Moi, ce n'est pas de gaieté de cœur. Moi, j'aurais bien voulu qu'il n'y ait personne dans tous ces geôles-là pour que la province ne débourse pas de l'argent pour les nourrir, parce que maintenant, plus on arrête, plus on doit nourrir. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Bon, donc, que chacun s'exprime, que les innocents puissent être mis hors de ces histoires-là, qu'on ne garde pas des innocents dans les geôles, c'est tout, c'est mon souhait. Mm-hmm. Un autre en prison récemment, cela fait couler beaucoup d'encre. Eugène Diomide Dongala, un commentaire? Oui, c'est un dossier pénal, ça n'a rien à voir avec la politique. Il paraît qu'il aurait mis la main sur un agent de l'immigration qui était en fonction. Et le ministère public l'a chargé pour ça et le tribunal l'a condamné. Mais ça n'a rien à voir avec son statut de chef de parti, etc. Rien du tout. Ni son statut d'opposant, rien du tout. Ça s'est joué sur le plan pénal purement et simplement. Pourquoi vous dites « il paraît qu'il aurait mis la main sur » ? Je n'étais pas là, mais moi, les services l'ont dit. Comme je n'étais pas là moi-même pour voir comment il a mis la main, je dis « paraît ». Mais de toute façon, le ministère public a instruit, le juge a décidé, donc ça suffit qu'ils ont eu des raisons de confirmer ce qu'on a dit. Mais moi, à mon niveau, j'ai dit, pareil, parce que je n'étais pas là. Ce n'est pas politique. Rien du tout. Si c'était politique, peut-être que j'aurais demandé au chef de l'État qu'on puisse agir pour ne pas qu'on croie toujours qu'on est en train de créer des tracasseries pour les politiciens. Mais c'est une région, c'est une province paisible où les politiciens n'ont pas de problème. Et les partis d'opposition font leur meeting comme ils veulent, etc. Et donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour le volet politique. La province du Bas-Congo, c'est la province où il y a plusieurs gorges. Vous avez cité notamment Inga. La province du Bas-Congo, c'est le port de Matadi qui permet d'acheminer aussi à Boma tout ce que consomme la ville de Kinshasa et toute la partie ouest de la RDC. Et les gens cherchent la gorge. Mais dans la gorge, tout le monde ne voit pas la nourriture passer. Le barrage hydroélectrique de Zongo est entouré des cités de Luila, des cités de Sonabata, même à Madimba uniquement le courant n'est fourni qu'au territoire. Autour d'Inga idem, il y a beaucoup de problèmes dans votre province. On vous a permis au début de l'émission de citer ce que vous avez fait. Parlons de ce que vous n'avez pas fait. Tout début de votre arrivée, oui. Il y a eu première sortie du gouverneur, première sortie officielle du gouverneur indépendant élu Simon Floribert Bachimbacha, le lancement des travaux par le président de la République, la route nationale 16. Même le député de l'opposition Jean-Claude Wemba était là, tiens. 4 ans après, rien. Bon, c'est-à-dire que c'est trop fort hein, quand tu dis que ce que tu n'as pas fait. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été fait. Qui n'a pas été fait, c'est que peut-être que j'ai vu ne pas se faire. Prenez par exemple la SNEL. Tu parles de la SNEL. La SNEL est une société nationale, ok, créée par l'État congolais. La SNEL a l'obligation, je dis bien la SNEL a l'obligation de pouvoir assurer l'électrification rurale de la République. On nomme un ADG, tout un conseil d'administration, et la SNEL doit se gérer. Et la SNEL doit mettre en place des tarifs qui lui permettent d'avoir assez d'argent pour assurer l'électrification rurale. C'est son rôle, tout comme la régie des eaux. Alors, maintenant, la SNEL a sa gestion interne.
Donc, c'est elle qui doit avoir sa planification. Nous, quand nous voyons que la SNEL semble être à bout de souffle par-ci, par-là, nous allons à la rescousse en fonction de nos moyens. Maintenant, faire croire que c'est le gouverneur qui devrait électrifier, non, je crois que là, vous allez trop loin. Mais moi, je dois, mon vœu, de ce que ça soit complètement électrifié. D'accord, mais... Quand, par exemple, nous faisons tout pour qu'il y ait de l'électricité à Tchela, vous savez que la SNEL pousse un ouf de soulagement. Parce qu'ils savent très bien que ce sont eux qui devraient le faire. Qui a financé Tchela? C'est la province. Pourquoi? C'est pas votre rôle. C'est pas notre rôle, mais je dis bien que quand nous pouvons, nous devons, nous le faisons. Par exemple, pour Tchela, nous avons 3 districts. OK? Lukaya avec Nkisi comme chef-lieu. Cataracte avec Mbazango comme chef-lieu. Et Bafleuve comme Tchela comme chef-lieu. Mais Tchela est le seul chef-lieu des districts qui n'avait pas de courant depuis l'indépendance, 50 ans dans l'obscurité. Ah, c'est ce qui explique que Tchela était devenu prioritaire. Oui, c'est ça qui explique. On a dit que c'est impensable. On doit faire quelque chose. On a pu faire ça. Mais le drame dans cela, c'est que maintenant ils ont du courant. On va payer à la SNEL, mais ça ne revient pas à la province. $1,6 million, je ne veux pas les récupérer. Si la SNEL, dans sa gestion interne, pouvait me prévoir, prendre ça pour un prêt, que moi je le fais, et que dans la récupération de ces factures, il peut remettre à la province. Moi, je peux prendre ce même argent pour l'amener à lui là, pour l'amener. Parce que pour lui là, par exemple, on est avancé. Ray Group, il a tout ce qu'il faut pour mettre du courant à lui là, à Sonaba, toute la partie là. Il faut seulement $1,2 million. Donc si maintenant, par exemple, je pouvais récupérer ce que j'ai mis à Tchela avec la SNEL, moi je pompe ça là-bas. Mais je ne peux pas indéfiniment, j'ai donné dans le vide à Tchela, je vais encore donner dans le vide à Tchela. C'est trop me demander. Si vous avez donné dans le vide à Tchela, pourquoi ne pas donner dans le vide pour les autres? Non, c'est ça la justice. S'il y en a, je peux. Je dis bien que mais il n'y avait déjà pas pour Tchela. Vous avez fait le maximum pour Tchela, alors il faut faire le maximum pour l'Est. Vous êtes institué Christian, c'est un crédit que j'ai pas à la banque. Et la même banque n'est pas toujours prête. Ce n'est pas la rétrocession. Je n'ai pas pris l'argent. Ce n'était pas un actif. Ce n'était pas des disponibles que j'avais dans mes caisses. Et puis j'ai donné. J'ai pu négocier un prêt. Et la première question qu'on m'a posée là-bas, votre mandat va jusqu'à quand? J'ai dit mon mandat va jusqu'à telle date. Ah bon, on va voir. Donc, voyez, il se pose un terme de banque. Maintenant, un an avant, quelle banque va encore avancer à un gouverneur de l'argent remboursable en 3 ans? Sonia Lukusa-Mugalou, Digital Congo. Monsieur le gouverneur, je me réjouis qu'on parle finalement de l'eau et de l'électricité parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. On a entendu plusieurs plaintes de la population d'un peu partout, pas seulement à Matadi, on parle de Tchela, on parle de Boma aussi. Tenez, par exemple, à Boma, vous aviez mis en place une société qu'on appelle Parisis, mais qui aujourd'hui est pratiquement plus en train de fonctionner. Elle vient à peine de commencer, on me parle de 4 mois seulement. Après, je ne sais pas quelques mois seulement après, même pas encore une année. Elle est déjà en train de mourir. Elle fournissait de l'eau à la population. Qu'est-ce qui se passe? Et même par rapport à cette société par ici, j'apprends de la population de Boma que ceux qui sont engagés pour travailler dans cette société ne viennent pas de la province. En tout cas, majoritairement, ils viennent de Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous ne pensez pas que c'était une opportunité quand même de donner de l'emploi aussi à cette population? Bon, oui, ça dépend. Oui, c'est vrai, c'est l'occasion de donner l'emploi à cette population. Mais je crois que le fond du problème, je crois ici que ce sont des relations entre la Régie des eaux et Parisis qui ne sont pas au beau fixe. Nous nous employons à régler le problème. Mais ces derniers temps, je crois que c'est plutôt des pannes qu'ils ont connues au niveau de Boma pour ne pas arriver à desservir véritablement la ville de Boma. Mais je crois que des efforts vont être fournis pour que ce projet-là, Parisis Régie des eaux, puisse bien marcher. Excusez-moi de vous charger, je reviens à ça. Si le gouverneur de province ne peut pas remettre l'eau, ne peut pas remettre l'électricité, ne peut pas refaire les routes, ne peut pas, parce qu'il n'a pas d'argent,
À quoi il sert? Parce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'a pas d'argent. Ouais. À quoi il sert? Christian, je voudrais compléter en disant, tout à l'heure, il parlait des actions sociales. Ce sont des actions sociales, monsieur le gouverneur, puisque vous vous êtes engagé dans le social. L'eau et l'électricité, on doit inscrire ça, excusez-moi de le dire, on doit, dans le social. Pourquoi ne pas s'impliquer, comme disait Christian, pour que tout le monde, finalement, ait de l'eau et de l'électricité? Bravo pour Tchéla, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Mais attention, il ne faut pas négliger aussi les efforts qui sont fournis. Ils sont quand même fournis. Hein, par exemple, l'électricité, comme vous dites, ce n'est pas seulement là, on en a donné ça à l'eau, on en a donné ça à quoi, on en a donné ça à... On fournit quand même dans la mesure du possible. Bon, même l'eau, par exemple, la ville de Matadi ici, nous sommes en amont des dossiers, mais bientôt, il y a au moins 35 millions de dollars qui sont bientôt décaissés pour la ville de Matadi pour arranger complètement le problème d'eau. Donc, il y a des efforts qui sont fournis. C'est-à-dire que ce que vous ne devez pas savoir, c'est ce que vous devez noter. Prenons par exemple une ville comme Matadi, comme une ville comme Boma, même Kinshasa un peu partout. Il y a des endroits que les Belges ont laissé. Ils ont dit, voilà, ça on peut construire, là on ne peut pas construire, là on peut construire, là on ne peut pas construire, etc. Mais les gens, en fait, construisent comme des champignons dans les villes. Ça pousse. Parfois même à des endroits où on ne devrait pas. L'État est complètement dépassé parfois. Mais ces gens-là, dès qu'ils sont quelque part, ils exigent l'eau. Ah, il nous faut l'eau. Mais parfois, il faut du temps pour que ces zones de squatting où ils sont allés sans l'État, il faut faire des pour qu'on y arrive. Mais ces gens-là, quand vous les interrogez, mais c'est vrai. Mais d'abord, est-ce qu'ils sont allés là-bas selon les normes? Est-ce qu'ils sont reconnus par l'État? Même pas. Mais il faut faire face à ça. Et pour la plupart des fois, c'est ça, c'est plein de partout. En fait, ça pousse. Et puis... Gouverneur, ça pousse, mais ça traduit une faiblesse, excusez-moi encore une fois, de la part du gouvernement provincial. Comment ça peut pousser sans que vous ne soyez informé? Comment ça peut pousser sans qu'il y ait l'autorisation? Ce sont des constructions anarchiques. C'est vrai ce que tu dis, mais ne te fais pas, les Congolais, les têtus. Les Congolais, les têtus. Et c'est la preuve que tu ne peux pas me dire, tu parles du gouvernement provincial, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que ce cas n'est que dans la ville de Matadi ou dans la ville de Boma. Puisqu'on parle du Bas-Congo. Les Congolais, il est comme ça. Bon, mais c'est vrai aussi que les agents des affaires foncières aussi ont tort. On punit, mais la plupart des fois, dès qu'on tombe sur des cas pareils, qu'on a donné des autorisations, etc., les gens sont déjà partis. Il y a des gens qui donnent des autorisations sur des collecteurs. On veut tomber ici, l'agent est déjà en bougement, etc. Ce sont des problèmes quotidiens qu'on a, mais on essaie de les gérer. Éric Ambago. Monsieur le gouverneur, je veux dire comme ça, la province du Bas-Congo, province où se trouve le barrage d'Inga, on va dire qu'il est, de l'avis du public, il est inacceptable que la province du Bas-Congo puisse manquer d'électricité. Vous avez dit tout à l'heure que la province ne peut pas, à elle seule, favoriser l'électrification de toutes ces localités, de tous ces territoires. Mais vous savez comment fonctionne la SNEL. Ça veut dire qu'il y a une réalité que vous connaissez. Alors, au-delà de cette réalité, vous êtes obligé de mener des actions pour résoudre ce problème. Alors la question, à quel horizon, monsieur le gouverneur, à quel horizon le Bas-Congo... Le courant part d'Inga jusqu'au Katanga. Tu me vois, moi-même tirer le courant sur le câble. Il faut trouver des solutions, il faut examiner. C'est un problème national. Ça vous concerne. Vous devriez trouver des solutions, étudier et même faire un plaidoyer au niveau national. Et tu es sûr que ce n'est pas fait? Mais c'est sûr que c'est pas fait. On a l'impression que c'est assez faiblement parce qu'on a des poches de... donc si la solution ne vient pas parce qu'on ne fait pas la plaidoirie. Mais on ne voit pas de résultat. Mais justement, donc tu crois que parce qu'on ne fait pas la plaidoirie qu'il n'y a pas de résultat? Mais là où on fait la plaidoirie, est-ce qu'on est entendu? La SNED nous entend? Est-ce que la SNED a l'argent? Mais il faut appuyer, monsieur le gouverneur. Mais tu as des preuves que je n'ai pas. Tu sais combien de fois je rencontre la DG de la SNED. J'ai été avec lui. Il m'a même offert à dîner il y a 2 semaines. Mais on ne voit rien sur le terrain, monsieur le gouverneur. Et puis, monsieur le gouverneur, vous avez parlé... Mon frère, on ne voit rien. C'est le bilan de la SNED. Parce que moi, mon problème, c'est d'amener... J'ai amené dernièrement tout... Allez demander au directeur provincial. J'ai fait avec lui tous les plans pour terminer le problème de délestage dans la ville de Matadi. Tous les plans. On l'a fait pour Boma.
On l'a fait pour les autres villes. Le directeur provincial ici, moi-même, pas une autre personne, j'ai pris le dossier. Si j'allais voir le directeur général de la SNEL, Yengo, il m'a même invité. Il m'a dit non, ne venez pas au bureau, on va se rencontrer au restaurant. On se rencontre au restaurant à Fleur du Sel, là, sur le boulevard. Avec tout le monde aussi. Publicité. Hein? Non, c'est de la pub. Pardon? Non, vous faites de la publicité pour... je ne reciterai pas le nom. Alors, il m'a dit que non, il va recevoir du matériel, il va recevoir ceci, il vient d'avoir des crédits, il vient d'avoir des crédits, ça va, etc. J'ai aussi parlé, par exemple, de l'électrification de l'Ouosi, plus encore d'Nkamba. Il m'a montré des documents me disant que cette fois-ci, en tout cas, Nkamba, Gombe Matadi, vont être électrifiés. Dès que Gombe Matadi est électrifié, on va arriver jusqu'à l'Ouosi. Qu'est-ce que je ne fais pas? Et il n'a rien fait. Je dis qu'il n'a rien fait, mais au moins il m'a dit qu'on va commencer, par exemple, pour Gombe Matadi, bientôt quand on va avoir du courant, parce que là-bas, bientôt, c'est demain ou après-demain, il n'y a pas une date. Après, ici, passe par là. Monsieur le gouverneur, autre question. Après moi, tu passes par là. C'est pour dire que le PDG, le gouverneur m'a dit ceci, tu l'as rencontré, tu as promis ceci. Où est-ce que nous en sommes? Il va aussi te donner. Monsieur le gouverneur, autre question là, par rapport au financement. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez octroyé 1 600 000 dollars américains pour Tchela. Ça veut dire ce qu'on a fait de manière onéreuse. Ça veut dire que quelque part... on va jeter de l'argent, vous ne récupérez pas. Comment vous faites alors pour rembourser le prêt? Vous allez récupérer où c'est? C'est là où le social joue. C'est là où pour nous c'est du social. Parce qu'en fait, c'est dans les maigres rétrocessions que je reçois qui me permettent de rembourser la banque. En tout cas, ce n'est pas avec l'argent que la SNEL me rembourse, avec lequel moi je rembourse. Moi je rembourse par les maigres rétrocessions. C'est là le problème, c'est là l'impasse dans mes finances. La gestion, toujours gestion. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question, vous n'y avez pas répondu. À quoi sert un gouverneur, monsieur le gouverneur? Pardon? À quoi sert un gouverneur, monsieur le gouverneur? Ça sert à ce que nous sommes en train de faire. Parce que, de toute façon, dans tout ce que nous faisons, si vous faites attention, vous devez voir qu'il y a quand même une volonté que nous affichons pour arriver à faire quelque chose. Oui, mais quand la volonté est à 90 milliards de francs congolais de budget, annoncé, proposé, voté par l'Assemblée provinciale et par l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale et 16 milliards à la réalisation, 18% de réalisation de votre budget. À quoi vous servez alors que vous êtes pris en otage par le national? C'est une question qu'il faut bien se poser. Je vous la pose. C'est une question qu'il faut bien se poser. Je vous la pose. Oui, mais vous savez, moi je suis un gouverneur, vous l'avez bien dit, de l'AMP. Vous l'avez bien dit ici. Conclusion, pas solidarité avec la majorité, vous ne dites rien. Non, ce n'est pas que... moi, je ne dis rien. Vous avez suivi mon discours du 6 octobre à l'Assemblée provinciale? Vous avez suivi mon discours à l'Assemblée provinciale? Je dénonce. Mais qu'est-ce que vous faites je dénonce, mais je ne sais pas traverser les Rubicons. Donc, je dois continuer à faire mes efforts auprès du gouvernement central pour qu'il change et obtenir, dans la mesure du possible, qu'on nous laisse les mains libres pour nos taxes intérieures, parce que c'est aussi une façon de résoudre les problèmes. Et c'est ça qu'on leur fait comprendre. 18%. Ça veut dire que 18% de ceux dont... Je vais même plus loin pour te donner des chiffres. Mon collègue de Cabinda ici, ok, il a par mois 16 millions de dollars pour diriger sa province. Si tu fais le calcul, il a à peu près 15 milliards, quelque chose, pour diriger la province par mois. Votre budget mensuel, donc, c'est que lui, il a par mois, c'est ce que moi j'ai toute l'année. Alors, vous comprenez pourquoi tout le temps nous avons des Congolais qui veulent aller au Cabinda. La meilleure façon de stopper ce flux migratoire, si moi j'avais exactement comme mon collègue, j'arrêterais ce flux migratoire et il ferait beau vivre dans la province du Bas-Congo. Paul Diakessi. Monsieur le gouverneur, je vais vous poser 4 petites questions, peut-être que nous aurons le temps que vous puissiez répondre. Vous êtes aussi un technicien, non pas seulement politique, et que quand vous dites il vous reste une année, bon, c'est pas encore le temps des bilans. Peut-être que ma prière serait que vous puissiez doubler votre mandat, mais pourvu que vous soyez capable de résoudre quelques problèmes qui se posent spécifiquement au Bas-Congo. La première préoccupation est la suivante. En tant que technicien, comment vous les 3 cas, on parle de Matadi Boma pour l'eau, c'est bien beau, mais les 3 cas, la population du Bas-Congo vit dans les campagnes. Comment vous expliquez qu'au Bas-Congo, nous avons le fleuve Congo, la rivière Nkissi, Kwilu, Pozo, Loufou et autres? Comment, dans nos villages,
Les gens n'ont pas l'eau potable. Est-ce que vous y avez réfléchi? Pourquoi il n'y a pas de solution? Quand on traverse la route, on voit un peu ceux qui se plaignent parce qu'il n'y a pas d'eau. Non, c'est la faute à la régie des eaux. Deuxième préoccupation sont les tracteurs. J'ai des amis en Banzangungu, notamment le président de la commission économique, qui affirme que les tracteurs ont été annoncés tambour battant, mais ils n'ont jamais vu les tracteurs. Et pourtant, eux ne vivent que de l'agriculture. Il semble la distribution s'est faite dans le clientélisme, dans le népotisme, et eux qui avaient vraiment besoin de tracteurs n'en ont pas eu. Également, en Colo, monsieur le gouverneur, il se pose un problème sérieux entre la Givelle et la population. Est-ce que vous savez que cette population a été expropriée, Givelle a pris de terres fertiles, et non pas seulement ça, les vaches des Givelle vont manger les petites cultures des villageois. Est-ce que vous n'avez jamais réfléchi à ces problèmes et trouvé des solutions? Et enfin, vous avez annoncé quand vous êtes arrivé que vous allez amener des Sud-Africains. Ils sont venus, ça n'a pas marché. Pourquoi? Voici mes 4 questions, monsieur le gouverneur. Bon, commençons par le combat. Cette année-ci, je dois dire que vous allez voir qu'il va y avoir une grande différence en ce qui concerne l'adduction d'eau, parce qu'enfin, nous sommes en phase, je peux dire, avec le gouvernement central sur ce problème de forage. Et je crois que vous pouvez croire que dans les mois qui viennent, il va y avoir un grand changement au niveau de... Ça, c'est une initiative du gouvernement provincial. Voilà, oui, c'est parce que ça se trouve dans notre plan. Et nous sommes maintenant, nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde. Alors, deuxième question, c'est... Sur le tracteur. Oui, les tracteurs, non, mais c'est-à-dire que je crois que le vrai problème, c'est plutôt le nombre. C'est le ministère de l'Agriculture qui gère ce dossier et on distribue d'une manière équitable entre les districts. Quand, par exemple, eux, ils se plaignent qu'ils n'ont pas, peut-être eux, ils n'ont pas. Mais il doit y avoir des gens qui ont eu dans le même district, ça c'est certain. Bon, l'État nous a aussi demandé de donner aussi aux confessions religieuses. Donc nous avons donné 3 par confession religieuse, ce qui fait déjà une affaire de 12 ou 15 de partis, rien que pour les catholiques, pour les choses. Mais ça, les gens ne voient pas ça, parce que les gens, quand ils ont leur structure, en fait, toutes les structures ne peuvent pas recevoir, parce que ça ne fait qu'une affaire de 60-65 tracteurs sur toute l'étendue, c'est rien. Mais il faut dire qu'il y a quand même des gens qui ont ça, et vous pouvez vous en rendre compte au niveau du ministère de l'Agriculture, parce que on ne donne pas aux individus, on donne aux structures. Et les structures des districts reçoivent. Pas toutes les structures, mais certaines ont reçu. Et il y a aussi des politiciens parfois qui se plaignent, mais les politiciens, on ne donne pas. Parce que pour la plupart des fois, eux, ils sont individus et on ne veut pas justement connaître l'expérience du passé. Kolofuma. Kolofuma, oui. Ça y est, Kolofuma, c'est un peu le problème de toutes les grandes concessions de l'avant-l'indépendance. Quand toutes ces entreprises ont eu ces concessions, il n'y a pas une si grande population, que ce soit le cas de la SCAM, Produit, Kolofuma, beaucoup d'autres sociétés. Ces concessions-là ont été bel et bien vendues par les villageois aux sociétés. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, les gens viennent de naître, les villages se sont multipliés, et ces gens-là doivent avoir des terres. Et ils trouvent que ces terres-là doivent leur revenir, puisque maintenant, ils sont en âge de pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes l'église au milieu du village. On entre dans les négociations avec toutes ces sociétés pour leur demander de recéder les parties qu'ils estiment qu'ils n'utilisent pas pour que les villageois puissent les prendre. Mais ce qu'il est certain, c'est qu'ils ont toujours des documents sur ces terres-là. Donc en fait, ce n'est pas une spoliation des villageois. Ces gens aujourd'hui qui réclament n'étaient même pas nés au moment où ces sociétés ou ces concessions-là. Mais nous ne pouvons pas dire non plus aujourd'hui aux villageois, taisez-vous parce que vos grands-parents, vos ancêtres ont vendu. Non, nous devons reconnaître que ces gens qui viennent de naître ont aussi droit à faire quelque chose. Et on dit aux sociétés de recéder une partie. C'est ce que nous sommes en train de faire un peu partout. On termine avec, pour rappel, ces Sud-Africains qui étaient annoncés, qui ne sont pas venus.
Oui, bon, il y en a encore ici qui travaillent. Mais le grand problème que nous avons, c'est le paiement dans ce qu'ils font. Nous avons, par exemple, une société qui est en train de faire du bon travail dans Seke Banza. La route, par exemple, de Seke Banza, c'est une route où les gens faisaient 6 jours, parfois même 6 heures, toute une journée. Dès qu'ils envoient, aujourd'hui, vous faites ça en 25 minutes. Je vais être là. C'est fait par des Sud-Africains. Ils viennent encore de commencer. Mais les grands problèmes qu'on a, ils font du travail, mais les paiements. Or, quand ils ne payent pas, vous savez... Gouvernement provincial ou central? Ça, c'est provincial. Passons de route de dessert agricole. Monsieur le gouverneur, merci d'avoir accepté de passer cette heure avec nous. Le Top Presse touche à sa fin. Merci à Sonia Mougalou de Digital Congo, à Paul Diakessé de Sango Malamu, ainsi qu'à Eric Ambago de Top Congo FM. Alors, 2 petits points avant de se quitter. Sans le train, la province et même le pays ne vaut rien. Vous êtes là depuis 4 ans. Le train ne circule toujours pas entre Matadi et Kinshasa. Ça, c'est aussi l'ONATRA. Mais il en va de la survie de la province. Elle n'en prendra de valeur qu'avec ce train. N'est-ce pas pour votre gouvernement provincial ou n'était-ce pas aussi pour votre gouvernement provincial une priorité? Alors, aujourd'hui, on en est où? Bon, toi, tu n'as pris qu'un seul aspect. Moi, je veux même t'ajouter un deuxième. Pas seulement que sur le plan économique, on a intérêt à ce que ce chemin de fer puisse marcher, mais même sur le plan social et sécuritaire. Tu sais, Christian, combien de morts on enregistre sur la voie nationale tous les jours, parce que tous ces gros camions qui circulent la nuit, ces marchandises-là étaient transportées par le train. Aujourd'hui, les grands camions se sont déversés sur cette route, tuant chaque jour. Donc, il faut qu'on diminue la pression de la voie de la route nationale, la remettre sur le train. Donc, pour moi, je trouve même une autre raison pour que ce chemin de fer... Qu'est-ce qui a été fait par vous? Attends, j'arrive. Pas plus tard qu'hier. Tu es venu me trouver à l'ONATRA. J'ai eu un conseil de sécurité élargi au gouvernement provincial, avec le ministre et les membres du conseil de sécurité. Entre autres problèmes, c'était la remise en marche du train de l'ONATRA et les passagers et de marchandises. Alors, normalement, j'avais obtenu du gouvernement central depuis le mois d'août, pardon, le mois de mars 2008, que les Chinois devaient commencer la réhabilitation de chemin de fer à partir du mois de novembre 2008. Malheureusement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Je crois que le financement n'a pas été mis en route. Alors, j'ai obtenu du gouvernement central et le directeur provincial, le directeur de l'ONATRA en est témoin, qu'on répare aujourd'hui tous les quais qui ont été bousillés là-bas, parce que sur 10, je crois qu'il n'en a plus que 4. Ce qui rendait ce port vraiment inopérant. Alors, mais malheureusement, tout l'argent que ce port produisait partait à Kinshasa, et la rétrocession vers le port de Matadi est difficile puisque le port n'est pas autonome. C'est un port qui fait partie intégrante donc, de l'ONATRA, de telle manière que c'est ce port qui subventionne tout de l'ONATRA. Donc même en Mbandaka, Kisangani, quand ils sont payés avec l'argent du port de Boma et de Matadis. Alors je leur ai dit que c'est injuste. Il faudra que quand même une partie puisse rester dans la province. Donc vous avez fait le nécessaire pour que ça redémarre? Oui, oui. Et nous espérons que ça va être la même chose pour le train, puisqu'on m'a annoncé que d'ici février, il y a des wagons qui vont venir, il y a des locomotives qui viennent, et j'espère qu'on pourra redémarrer de bons pieds. Ne soyez pas surpris que quand vous faites bien, on en tire aussi le constat. L'église kimbanguiste, pour terminer, cette division, je vais encore citer l'opposition, je vais encore citer un député, Gilbert Kiakwa m'a dit que c'est une force, cette église, si elle est unie, mais c'est un boulet, autre boulet avec le train, si elle est divisée comme elle l'est aujourd'hui. Alors, puisque c'est une organisation d'utilité publique, on va le dire comme ça, qu'est-ce que fait la province pour que cette église retrouve le rôle qu'elle avait dans le passé? Bon, tu sais que nous n'avons pas que le problème de l'église kimbanguiste, même au niveau de l'église protestante, on a aussi des problèmes. Dernièrement, à Boma, on est arrivé à résoudre un problème là, mais la procédure est toujours lente.
Parce que je persiste à te dire que le problème qui se pose dans ces églises n'est pas toujours doctrinaire. Parce que nous, on voit des églises, on trouve même que c'est scandaleux que les églises se scindent comme ça. Bon, si Martin Luther, je ne sais pas d'autres dans le temps, se sont révoltés contre l'église catholique, quand vous regardez, ça n'était pas toujours, c'était toujours des problèmes de doctrine. Mais malheureusement ici, ce ne sont pas des problèmes de doctrine, ce sont parfois des problèmes de pure gestion. Alors pourquoi ne pas... Alors là, ça prend du temps, mais quand même on s'en occupe. Si. Même par exemple pour l'église protestante à Boma, quand vous regardez finalement, ça n'était qu'un problème de gestion et non pas un problème spirituel. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation et de nous recevoir chez vous, ici, à Matadi, semaine spéciale Bas-Congo. Nous sommes ensemble jusqu'à demain. Émission diffusion en direct à 13h30 sur Top Congo FM, rediffusion 19h30, demain dimanche. Cette émission a été filmée. Je remercie pour ça Action Congo Events. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de nous suivre dans vos différentes télévisions. 21h dimanche soir, Sango Malamu. Lundi en soirée sur Digital Congo. Merci encore une fois, monsieur le gouverneur. Merci et à très bientôt. Merci bien.